Hello, my old friend. Game of Thrones, ce n'est pas seulement des dragons, des batailles ou des morts. C'est une série où les mouvements politiques sont plus importants que l'épée ou le bouclier. Dans cette idée, voici les plus gros moments politiques dans Game of Thrones, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. House of the Dragon a essayé de s'éloigner de l'ombre qui a été laissée par la série précédente. Jusqu'à présent, chaque nouvel épisode a créé un grand niveau d'action et de suspense, alors que tout le monde attend de voir la guerre civile des Targaryens se dérouler, tandis que plusieurs autres personnages puissants jouent également pour le trône de fer. Les histoires de George R. Martin ne sont pas simplement des véhicules pour la fantaisie, mais un guide historique présenté dans les nombreuses factions politiques et culturelles à travers son monde fantastique. Avec cela viennent de puissants adversaires qui ne sont armés ni d'épée ni de bouclier, mais qui exercent une influence et manient un intellect rusé. Game of Thrones était rempli de ces personnages dont le but même était de faire de la politique. Ce sont les actions politiques de ces quelques-uns qui ont eu le plus d'impact sur la série dans son ensemble, à la fois bonne ou mauvaise. Et forcément, on commence avec le jeu de Tyrion. Tyrion n'a peut-être été qu'un remplaçant de la main du roi pendant toute la durée de la saison 2, mais il a quand même réussi à avoir un impact à la place de son père. Conformément à l'ordre de Tywin, Tyrion sert le royaume et est chargé de débusquer toutes les figures de trahison possibles qui pourraient comploter contre la revendication de Joffrey. Dans un exploit pour tester la loyauté de chacun en temps de crise, Tyrion donne aux membres du Petit Conseil une idée de proposition différente pour la fille unique de Cersei, Myrcella. Le plan fonctionne assez bien pour que Tyrion extirpe ceux qu'il considère comme des traîtres. Pour le moment, son emprisonnement du grand maître Pycelle allait bientôt se retourner contre lui de manière considérable, en particulier lors de son procès pour le meurtre du roi Joffrey. Et comment ne pas continuer avec le grand jeu de Varys et Littlefinger ? Les réseaux d'espionnage n'étaient pas très répandus à l'époque des rois et des reines. Cependant, dans le monde de The Song of Ice and Fire, ils ont réussi à être plus avancés dans l'organisation des communautés de renseignement. Les plus répandus appartenaient respectivement à Lord Varys et Peter Baelish. Le réseau de petits oiseaux de l'araignée bat à peine celui de Littlefinger, mais même l'astucieux seigneur de Harrenhal a géré un réseau pour collecter suffisamment d'informations pour être à égalité avec le maître des chuchoteurs. Ces deux-là continueraient à déterrer toute la saleté nécessaire sur leurs ennemis afin de poursuivre leurs propres objectifs. Et on continue sur le mariage. Viserys s'est peut-être trompé sur à peu près tout, mais il a involontairement organisé un match puissant entre les Targaryens et les Dothraki. Bien qu'il n'ait pas répondu à ses attentes de le transporter à travers le détroit avec une armée à part entière pour revendiquer Westeros en son nom, il a cependant fait pour la sœur dont il a abusé. En présentant les Dothraki à Daenerys, elle a pu diriger efficacement une armée entière sur son chemin pour récupérer le trône de fer et inspirer les autres en cours de route à se joindre et à se battre. C'est l'alliance qui a donné à Daenerys la confiance suffisante pour parcourir son long et ardu voyage pour récupérer son droit. Et on revient avec Varys. Depuis qu'il a révélé sa véritable loyauté à un Ned Stark emprisonné, Lord Varys est resté fidèle à sa parole en protégeant le royaume. Une fois que Daenerys se dirige vers Westeros, il devient évident qu'elle aura besoin de plus de soutien à domicile de la part de la hiérarchie de Westeros. Il était nécessaire de conclure des marchés avec les Tyrell et les Oberyn pour nouer des alliances susceptibles de lui donner plus de légitimité. Mais sa plus grande contribution serait de donner à la future reine une main avisée pour la conseiller. Comment ne pas évoquer l'exécution de Ned ? La guerre des 5 rois était presque inévitable, mais le nombre de morts n'aurait peut-être pas été aussi élevé si Sean Ben avait réussi à vivre pour une fois. Blague à part, la mort d'Eddard Stark sous les ordres du roi Geoffrey reste l'un des moments les plus époustouflants de la série, en raison des conséquences assurées qui suivraient inévitablement. Ned n'était peut-être pas très politicien en raison de sa nature honnête, mais il était certainement un otage précieux. Tywin et Tyrion étaient au courant de cela et, malheureusement, ils n'étaient pas à Port-Réal à l'époque pour l'empêcher. Cette action servirait d'appel aux armes à travers le Nord pour l'indépendance du royaume qui a tué les 2 derniers gardiens du Nord dans leur couloir.
Comment ne pas évoquer Robert Baratheon? De son propre aveu, le titre de roi lui-même était plus important pour Robert Baratheon que les responsabilités réelles qui l'accompagnaient. Ainsi, lorsqu'il a revendiqué le trône de fer après avoir vaincu le prince Rhaegar au Trident, Robert a commencé à verser les finances du royaume dans des fêtes somptueuses, des tournois ou tout autre événement qui n'avait rien à voir avec la gestion du royaume. Après que Robert ait vaincu Rhaegar, il ne restait plus que Port-Réal. Grâce à la rébellion de Robert, Tywin Lannister connaissait une équipe gagnante lorsqu'il en a envoyé une et a agi en conséquence lorsqu'il a saccagé la capitale au nom de Robert. Cela rendrait Robert éternellement reconnaissant envers les Lannister, le conduisant finalement à se retrouver dans un pacte de mariage et à dépendre de leur richesse. Effectivement, cela aiderait Tywin à accumuler encore plus de pouvoir qu'il n'en avait en tant que main du roi d'Aerys Targaryen. Et on continue sur un autre mariage. Au mieux mi-figue, mi-raisin, au pire hostile, l'alliance entre les deux familles les plus riches des 7 royaumes ne pouvait durer que tant que leurs objectifs s'alignaient. Ainsi, en ce qui concerne la règle universelle de « l'ennemi de mon ennemi est mon ami », en ce qui concerne Stannis Baratheon, les deux maisons se sont appelées à contre-cœur aux armes. Ensemble, ces deux maisons ont réussi à maintenir les 7 royaumes pendant que Tywin et Olenna étaient encore en vie, comme ils étaient les deux seuls à savoir quand garder leur camé continuer, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Mais bientôt, cette relation se détériorerait une fois que l'un ne verrait plus l'utilité de l'autre, permettant à une sorte de guerre de se former entre les deux. Maintenant, déclaration d'indépendance. Bien que Robb ait tenté de revendiquer militairement son indépendance vis-à-vis des 7 royaumes, c'est Sansa qui l'a finalement obtenu par voie diplomatique. Le Nord est de loin le plus grand des 7 royaumes et le plus éloigné de Port-Réal. Le Nord s'est toujours senti étranger au reste de Westeros. Leur religion appartenait davantage aux anciens dieux qu'aux 7, et leurs coutumes et traditions étaient considérées comme trop sauvages pour les autres nobles de la nation. Il était naturel que le Nord veuille se séparer et quand Sansa s'est retrouvée en position de le faire pacifiquement, elle n'a pas hésité. Autre moment politique, les noces pourpres. Les années qui ont suivi le sac de Port-Réal n'avaient guère fait de Tywin un homme plus gentil. Sa stratégie pour mettre fin à la rébellion du Nord prouverait exactement cela, car il était suffisamment disposé et rusé pour mettre fin à une guerre de la manière la plus brutale et la plus personnelle possible, en y mettant fin à un mariage. Les noces pourpres sera facilement considéré comme l'un des moments les plus choquants de l'histoire de la télévision pour sa brutalité, car toute une famille en fait est massacrée par ses hôtes en quelques secondes. Comme Tyrion l'a fait remarquer à Tywin, Walder Frey et Roose Bolton recevraient finalement le crédit ou le blâme. Mais ils savaient tous les deux très bien qu'ils avaient rendu cela possible et qu'ils gagneraient une colère générationnelle du Nord. Et comment ne pas finir avec Littlefinger? Tout a commencé avec un morceau de parchemin. Les tensions entre les Stark et les Lannister n'auraient pas été allumées sans les machinations de Petyr Baelish. En manipulant une impressionnable Lysa Arryn pour qu'elle assassine son mari et en envoyant une lettre à sa sœur Catelyn Stark pour se méfier des Lannister, ce n'était que la poussée nécessaire pour satisfaire la poursuite de Littlefinger pour le chaos. L'échelle dont il rêvait si désespérément était enfin à sa portée lorsque la guerre des 5 rois éclata. C'est lui qui a également affirmé que le poignard valérien qui a presque coûté la vie à Bran Stark n'était autre que celui de Tyrion, tout en veillant à ce que la rivalité domestique entre les Stark et les Lannister ne se termine pas à moins qu'il n'y ait la guerre. Et il y a eu la guerre ainsi que toute une série de conflits. Tant de moments magnifiques qu'on n'oubliera jamais. La politique dans Game of Thrones, c'est le meilleur. Amen, alléluia mes frères. Mettez-le dans les commentaires si c'est vrai, mais de toute façon c'est vrai. Bon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Bara το χάιρες.